Bonjour à tous. Il y a 3 ans à peine, on craignait des pénuries d'électricité et les prix montaient en flèche. Aujourd'hui, on parle de prix négatifs, c'est-à-dire de moments où le réseau électrique est tellement engorgé que les producteurs rémunèrent les consommateurs. Ce retournement spectaculaire n'est pas une curiosité de spécialiste, c'est un changement de paradigme qui touche directement le génie climatique. En effet, tout ce qui se passe sur le marché de l'électricité remet au centre de l'équation des équipements connus du monde du génie climatique que sont les pompes à chaleur, les chauffe-eau thermodynamiques ou classiques et les systèmes de pilotage du bâtiment. Ces équipements ne sont plus seulement des postes de consommation d'énergie, ils peuvent aussi devenir des acteurs du réseau et pour leurs propriétaires une source d'économie, voire de revenus. Pour les usagers, en résidentiel comme en tertiaire, ça change la donne en matière de retour sur investissement. Pour les professionnels, ça change les arguments commerciaux, les compétences à acquérir et peut-être même les alliances à nouer. C'est de tout cela que nous allons parler dans ce nouvel épisode de On réinvente l'eau chaude. Et pour cela, j'ai invité 2 spécialistes du sujet. Audrey Zermati, bonjour. Bonjour. Vous présidez l'association Luciole, que vous nous présenterez dans quelques instants, et vous connaissez de l'intérieur les mécanismes du marché de l'électricité et la manière dont la flexibilité des usages est en train de devenir un levier économique majeur. Anne-Sophie Péry-Saint-Faber, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de IGNIES, donc le syndicat des industriels, du numérique, de l'énergie, des services dans le bâtiment. Vous représentez les fabricants d'équipements connectés, ceux qui conçoivent les produits dont on va parler dans un moment, et vous portez depuis longtemps ce sujet du pilotage intelligent des consommations. Bienvenue à toutes les deux. Audrey Zermati, vous allez donc nous présenter cette association étrange qu'est Luciole. Donc Luciole, c'est l'Union pour une consommation intelligente et optimisée de l'énergie. Donc ça rassemble une trentaine d'entreprises, PME, qui agissent auprès de tout type de consommateurs, du particulier jusqu'à la grande industrie, et qui vont proposer des services à la consommation auprès de ces clients, et qui vont proposer des services autant sur consommer moins, donc tout ce qui concerne l'efficacité énergétique, que de consommer mieux. Alors consommer mieux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire connaître sa consommation à partir des datas, ça veut dire éventuellement auto-consommer, et ça veut aussi dire, et on va en parler tout à l'heure, ça veut dire décaler sa consommation au bon moment. Et donc tous les sujets de flexibilité, tous les opérateurs de flexibilité, une grande partie sont adhérents de Luciole. Avant qu'on arrive au cœur de ce sujet, flexibilité, décalage, résumez-nous ce qui s'est passé sur ce marché de l'électricité. Comment on passe de la peur de coupure de courant en 2022 à la peur des heures à prix négatif en 2025-2026 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il faut peut-être remettre 2022 dans son contexte. On est dans un contexte où on avait un problème de disponibilité de nos centrales de production, notamment nucléaires, avec des logiques de centrales qui ne pouvaient pas produire à un moment l'hiver où on était... Donc, ça a commencé même fin 2021, hiver 2021. Et puis, à un moment donné où l'hydro, on n'en parle pas assez, mais était relativement bas, puisqu'on n'avait pas connu les niveaux de l'hydro, le niveau aussi bas de l'hydro depuis 1976. Donc on était dans un contexte très particulier. Vient à ça s'ajouter la guerre qui éclate en février 2022, la guerre en Ukraine. Et donc on se retrouve effectivement avec une surconsommation versus un manque de production, on va dire, conjoncturel, qui a fait augmenter les prix. Et donc ça ne reflète pas forcément la tendance qu'on a vue se développer et qui explique aujourd'hui le fait qu'on ait des prix négatifs. En réalité, qu'est-ce qui explique qu'on a des prix négatifs ? C'est ce décalage entre une production très abondante et une consommation qui reste flat, qui est à peu près à moins 6% par rapport à l'avant-crise sanitaire. Donc ça, c'est dû, la consommation, c'est dû effectivement aux différentes crises qu'on a connues. Donc la crise sanitaire, le Covid, mais aussi évidemment donc, la crise de l'Ukraine. Et le plan de sobriété qui ont fonctionné. Et le plan de sobriété qui ont très bien fonctionné, effectivement. Et puis évidemment les prix, puisqu'il y a une élasticité au prix. On a pris 45% entre 2022, avant 2022 et 2023. Donc on a eu une augmentation très forte qui a fait que les particuliers ont compris qu'il fallait peut-être réduire ces consommations, mais même d'ailleurs pas que les particuliers, tout type de consommateurs. Et à côté de ça, on a une production qui s'est fortement développée. Alors, sur le nucléaire, on est revenu à des niveaux qui sont tout à fait sereins en termes de production. L'hydraulique s'est remis à produire et surtout, on a eu un développement des énergies renouvelables très important. Sur une période
entre 2000 et 2015, on avait à peu près 3 TWh par an de production ENR. Entre 2021 et 2025, on a eu 9 TWh par an. Donc on voit une accélération du rythme des énergies renouvelables qui se retrouvent dans le réseau et il y a une surabondance aujourd'hui de production par rapport au niveau de consommation qui fait qu'il y a des prix très bas, voire parfois négatifs. Alors, question suivante, qu'est-ce que ça change dans les règles du jeu du marché? C'est-à-dire, en fait, cette variation, ces heures à prix négatif, cette sous-consommation, qu'est-ce qu'elle change? En quoi ça modifie la donne? Alors, ce qui modifie la donne sur les marchés, c'est que vous allez avoir des amplitudes entre les prix les plus bas et les prix les plus hauts, qui vont donc une certaine volatilité qui va être beaucoup plus importante aujourd'hui qu'il y a encore 2-3 ans. Et cette amplitude, elle s'accentue. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on avait des amplitudes de prix très importantes dans des périodes où il y avait de plus en plus d'ENR qui produisaient sur le marché, par exemple, notamment à partir de l'été avec le photovoltaïque. On s'aperçoit que ces prix négatifs et cette volatilité, on la voit de plus en plus tôt. Et là, on a vu les premiers exemples en février, ce qui n'était jamais arrivé ce qui n'était jamais arrivé sur le système électrique. Donc, on s'aperçoit que ces pointes de prix et ces différences de prix vont permettre d'aller chercher du côté de la consommation. Donc, il y a un sujet de consommer plus pour pouvoir être en adéquation avec la production et pour ne pas avoir des coûts échoués sur les investissements de production. Mais il y a aussi de décaler sa consommation au moment où on a des prix très faibles, voire négatifs, pour pouvoir profiter de cette énergie abondante et pas chère. Alors, on finit le panorama. Pour un acteur tertiaire, ça change quoi? Ça veut dire que selon le moment où je consomme, je gagne ou je perds de l'argent? Alors oui et non. Oui, en théorie, dans ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai que vous pourriez avoir aujourd'hui, le tertiaire, c'est 28% de la consommation d'électricité et on a des moyens pour piloter sa consommation d'électricité, donc pour pouvoir décaler ses consommations. Pour autant, c'est un gisement qui est quasiment inexploré en termes de flexibilité. Autant l'industrie a eu ses réflexions très rationnelles sur le prix de l'énergie, surtout les électro-intensifs depuis longtemps, autant sur le tertiaire, il y a encore beaucoup de potentiel à exploiter sur la modulation. Et pourquoi c'est pas exploité? Alors c'est pas exploité parce que il n'y a pas eu forcément les équipements, l'incitation pour s'équiper en moyens flexibles. Et puis deuxièmement, il n'y a pas eu forcément l'incitation dans les prix qui finalement permettent de se dire quelle est la valeur que j'ai quand je vais décaler ma consommation. Et donc ça, c'est tout un sujet, un enjeu autour des fournisseurs, de voir comment ils peuvent pouvoir faire plus d'offres qui vont inciter les consommateurs, notamment tertiaires, à décaler leur consommation et à profiter de ces flexibilités. Particulier pareil avec, j'imagine, une petite réserve qui fait que on va toujours devoir protéger un petit peu plus le particulier qui ne va pas être surexposé à de la volatilité. Alors tout à fait. Donc et presque paradoxalement, si vous interrogez des particuliers, je pense qu'ils commencent à avoir une bonne notion de ce qu'on appelle les heures pleines et les heures creuses. Donc ils commencent quand même, parce que c'est un concept qui a été mis en place justement à l'époque où on avait envie de faire certaines incitations sur la consommation et notamment inciter les particuliers à certaines heures pour qu'ils ne consomment pas trop, notamment aux pointes de matin et pointes de soir. Donc ils connaissent ce concept d'heures pleines, heures creuses. Toutefois, ils sont effectivement dans des logiques de tarification et notamment de tarifs réglementés de vente qui concernent encore une grande partie des Français. Et donc, ils sont relativement c'est presque indolore pour eux le fait qu'il y ait ces mouvements sur les prix de marché. Ils ne sont pas exposés. Alors, pour des questions de protection, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils ratent aussi des opportunités certainement sur leur facture, de baisser leur facture d'électricité. Anne-Sophie Périssin-Faber, après cette introduction qui pose le cadre de cette flexibilité, en quoi ça concerne le monde du génie climatique, le monde des installateurs, le monde des fabricants finalement? Pourquoi ça le concerne et pourquoi est-ce qu'il est prié de ne pas regarder ça d'un peu loin en se disant mais ça c'est pas tellement mon problème? Je pense que la première grande évolution, c'est effectivement cette électrification des usages, c'est ce changement de paradigme qui va être au rendez-vous, par nécessité aussi tout simplement d'être plus souverain en fait dans nos enjeux de consommation et moins susceptibles justement d'être impactés par les chocs qui peuvent nous arriver de l'extérieur. Donc pour effectivement ce métier du HVAC, le premier sujet ça va déjà être peut-être un peu plus les pompes à chaleur, même si c'était déjà un sujet qui s'était bien invité dans la programmation. Le deuxième sujet, c'est effectivement je pense qu'on va
poser des nouvelles questions en fait à nos professionnels. On va toujours acheter une PAC en se posant la question de son dimensionnement par rapport à la maison, à son isolation, etc. Donc il y aura toujours une très grosse compétence technique autour du produit lui-même, mais on va aussi lui demander sans doute de est-ce que je pourrais bénéficier, est-ce qu'avec cette PAC, elle va fonctionner avec les nouveaux tarifs qu'a évoqué Audrey il y a quelques minutes. Donc des nouvelles questions, voilà, on a dans les feuilles de route aussi industrielles des équipementiers. Ça faisait 10-15 ans qu'on n'était que sur du consommer moins. On a beaucoup gagné en efficacité énergétique. Et c'est vrai que depuis maintenant 2022, on va dire, le retour des enjeux de flexibilité, on pose aussi cette question du consommer mieux. Et donc, la nécessité aussi d'avoir des équipements qui vont pouvoir échanger avec d'autres acteurs pour pouvoir effectivement créer ces services énergétiques. Le syndicat que vous représentez, Ignace, porte ce sujet du pilotage des consommations depuis longtemps. Il va changer de dimension avec ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement sur piloter des équipements pour réduire leur durée de consommation. On va passer vers de l'energy management, vers ces solutions qui vont aussi orienter les consommations de la pompe à chaleur notamment, mais peut-être aussi, pourquoi pas, de la borne de recharge, vers les moments où ce sera le plus avantageux de consommer. Effectivement, pour l'instant, on était très centrés tous sur du consommer moins. Donc, on faisait du pilotage pour avoir la bonne température au bon moment, dans la bonne pièce. Et ça fait déjà beaucoup d'économies d'énergie sur ces sujets. Et pour autant, il y en a encore d'autres à faire, notamment sur ce qu'on appelle la courbe de charge et les appels de puissance. Un des enjeux, c'est effectivement d'aller consommer en fait, au meilleur moment, de décaler ses usages. Et ça va nécessiter de pouvoir optimiser en fait la recharge des différents équipements ou la consommation des différents équipements dans le logement, notamment sur des programmes à la journée. Audrey Zermati, ces agrégateurs de flexibilité qui font partie des adhérents de Luciol, vous l'avez mentionné, ont longtemps ciblé les industriels et singulièrement les grands industriels. Le tertiaire ne représente pas grand-chose aujourd'hui, vous l'avez mentionné, mais ça fait partie du développement, c'est-à-dire qu'ils regardent ces marchés du tertiaire et pourquoi pas même du résidentiel dans le CVC en se disant voilà, sur ce pilotage de PAC, de bornes et autres, de chauffe-eau, je vais avoir un relais de croissance. Clairement, en fait, ces opérateurs de flexibilité se sont beaucoup développés à l'époque sur l'industrie parce qu'il y avait une demande et qu'il y avait tout cet enjeu. Alors là, on parle de flexibilité, mais l'ancêtre, quelque part, de la flexibilité, c'est ce qu'on appelait l'effacement, c'est-à-dire de décaler ses consommations pour des questions de sécurité d'approvisionnement. Et donc ça, les industriels le connaissent bien, s'ils ont la possibilité de décaler leur production industrielle dans des moments pour servir le réseau et d'en bénéficier en termes de rémunération, ils connaissent bien ce sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, cette sollicitation va aller chercher de la poche de valeur aussi côté tertiaire et aussi côté résidentiel, là où il y a peut-être unitairement moins de flexibilité à aller chercher, mais en termes de volume, beaucoup plus de gisements. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des marchés qui sont à développer autour de la flexibilité, alors qui doivent être adressés différemment que l'industriel, parce qu'effectivement, l'industriel, il suffit d'avoir quelques gros sites pour pouvoir avoir les bonnes pages de flexibilité, et aussi qui répondent à des marchés de la flexibilité qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on va aller chercher côté résidentiel et côté tertiaire. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça reste non seulement ça reste des gisements qui sont peu exploités, mais ça reste des marchés qui sont en développement, puisqu'on va avoir de plus en plus d'équipements électriques, comme le disait Anne-Sophie, par l'électrification, le changement des usages. Et donc, quelque part, quand on s'électrifie plus, si je dois caricaturer, jusqu'à présent, on avait quasiment que le chauffe-eau et un peu les radiateurs électriques quand même à équiper. Là, on va être avec des pompes à chaleur avec une inertie plus grande, on va être avec des bornes de recharge. Donc, effectivement, on va pouvoir beaucoup plus développer le pilotage chez ses clients. Alors, on va regarder ce côté solution tout de suite. Avant, je voudrais quand même vous poser une question à toutes les deux. On a installé dans les dernières années 14 millions de compteurs Linky. C'était pas déjà un peu cette promesse? Et finalement, on se rend compte qu'il faut encore réinstaller des choses parce que Linky, ça sert pas complètement à ça? Alors, Linky, ça avait
plusieurs vertus et plusieurs usages. Ça avait déjà un vertu pour les gestionnaires de réseau, pour pouvoir finalement faire la maintenance sur le réseau à distance. Donc ça a été effectivement un gain important, mais côté, quelque part, gestionnaire de réseau qui a installé ses compteurs communicants. Et côté consommateur, ça a permis déjà d'avoir un suivi de sa consommation. Avant même de parler de pilotage, c'est de pouvoir comprendre quand je consomme, combien je consomme. Et donc ça, c'est quelque part la première étape pour pouvoir faire plus de choses. Mais ce n'est pas avec Linky qu'on va faire du pilotage en tant que tel. Il va falloir ajouter d'autres instrumentations dans le logement ou même dans le tertiaire. Ça, c'est une très belle passe. Donc Linky ne suffit pas, c'est ça ? C'est ça. C'est pourtant c'est un maillon intéressant, je pense, dans cette chaîne de pilotage. C'est un maillon sur lequel on fonctionne aujourd'hui classiquement avec les ballons d'eau chaude depuis très longtemps et de façon très professionnelle. Et donc, c'est un maillon sur lequel on a envie de compter pour demain. Malheureusement, Linky a une richesse aujourd'hui qu'on ne sait pas exploiter parce qu'il y a encore quelques éléments techniques de standardisation qui sont à faire. Donc, nous, on espère que dans le cadre du plan électrification, notamment, il y a un groupe de travail qui se monte pour qu'on puisse enfin aller exploiter Linky pour un pilotage simple, en fait, et facile aussi auprès des consommateurs. C'est un maillon de la chaîne. Il ne suffira pas. Linky, ça nous permet d'avoir les signaux tarifaires. Derrière, il faut les transformer en ordre, en consigne, reçu par les équipements. Donc, c'est pour ça qu'il faut compléter. Mais pour autant, tout équipement connecté, s'il n'a pas les tarifs et les informations tarifaires, il ne pourra pas non plus piloter au bon moment. Donc, c'est quelque chose qui est un acquis pour la France. Maintenant, il faut qu'on puisse l'utiliser à bon escient. Alors, sur ce volet solution, on va rentrer dans une partie un petit peu plus concrète. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une pompe à chaleur ou un chauffe-eau thermodynamique ou pas thermodynamique d'ailleurs, joue lui aussi sur ce marché électrique, aille chercher ces moments de prix bas pour fonctionner et peut-être se mettre un peu en retrait quand les prix s'envolent? Alors d'abord, on va commencer par acheter un équipement qui est prévu pour la flexibilité, qui va avoir des caractéristiques qui vont permettre effectivement d'optimiser derrière cette fluctuation, cette modulation qu'on va aller chercher sur les marchés. Donc le premier sujet, c'est un équipement conçu intrinsèquement en faveur de la flexibilité. Typiquement, sur un équipement, un ballon d'eau chaude, moi j'ai vu des nouvelles solutions où effectivement on fragmente à l'intérieur du ballon en plusieurs sous-couches pour pouvoir aussi aller réchauffer finalement qu'une partie de l'eau chaude, ce qui permet d'avoir des flexibilités de plus court terme quand on lance le cycle d'eau chaude. On va voir aussi des enjeux de comportement de ces équipements par rapport au réseau électrique. Il va falloir que cet équipement il embarque aussi un certain nombre d'éléments de réaction. Par exemple, quand il y a une coupure d'électricité, qu'ils ne repartent pas plein pot parce que sinon, notre réseau il va tomber quand il va redémarrer. Donc, c'est aussi tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et puis ensuite, on va travailler effectivement, alors, soit avec des solutions qui seront directement intégrées dans l'équipement, soit avec des solutions qu'on va amener à côté pour pouvoir effectivement faire ce pilotage et donc pouvoir passer ces consignes c'est à telle heure qu'on souhaite que tu consommes parce que c'est à ce moment-là que c'est le plus opportun pour le consommateur pour maximiser en fait sa facture, enfin minimiser sa facture d'électricité. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Et l'autre élément peut-être, puisqu'on se projette souvent sur une électrification en fait de ces usages, on va commencer peut-être par une PAC, mais demain, on va ajouter certainement un véhicule électrique. Et donc, ça va être intéressant aussi de se projeter dans cette électrification pour choisir des solutions qui vont pouvoir être évolutives dans le pilotage et qui vont pouvoir effectivement aussi être interopérables les unes avec les autres pour pouvoir s'enrichir dans un modèle et pas travailler en silo parce qu'on ne pourra pas aller chercher l'ensemble de la flexibilité à ce moment-là. Et donc, il faut que tout ça soit quand même connecté sur un marché en temps réel. C'est-à-dire qu'il va falloir que ça agisse à l'instant T en ayant conscience des prix spot de l'électricité. Alors, pas nécessairement en temps réel. C'est là un point effectivement qu'il faut clarifier. Aujourd'hui, les prix spot, ils sont connus 24 heures à l'avance. Donc, on peut tout à fait faire ce qu'on appelle de la flexibilité dynamique programmée. C'est-à-dire que la veille, pour le lendemain, on envoie en fait les moments auxquels on veut que vous jouiez votre consommation parce que ça sera le meilleur calendrier pour votre facture. Donc, on n'est pas nécessairement en temps réel. Il y en a qui iront sur du temps réel pour aller chercher les dernières poches de valeur.
Mais la grande partie des équipements va pouvoir effectivement travailler plutôt sur ce qu'on appelle des flex structurels, avec ce complément effectivement de modulation éventuellement journalier. Audrey Zermati, si on se met dans la peau d'un particulier équipé d'une pompe à chaleur, ça change quoi finalement pour lui? Il peut se dire, ma pompe à chaleur, elle va me rapporter de l'argent. Comment ça va fonctionner? Voilà, vous disiez que les adhérents de Luciole réfléchissent tous aussi à ces micro-flexibilités à l'échelle de la maison, mais pourquoi est-ce que je donnerais accès à ça si j'en récupère pas les fruits? Voilà. Et en fait, vous avez vraiment... il faut bien distinguer deux choses. Il faut distinguer le service rendu au réseau et donc derrière les marchés qui permettent de rémunérer ce service rendu au réseau. Et donc ça peut se faire avec tarification équivalente. Vous êtes, quel que soit votre fournisseur, ou quel que soit, même si vous êtes au tarif de base, donc même pas heure pleine, heure creuse chez l'opérateur historique, vous pouvez tout à fait donner accès à votre pompe à chaleur à un opérateur de flexibilité qui va pouvoir jouer avec, en tout cas faire moduler la pompe à chaleur pour pouvoir aller valoriser ces flexibilités et rendre service au réseau. Et vous allez pouvoir obtenir... Certains disent une cagnotte, parfois des réductions sur votre facture. Ça va aller chercher entre 150 et 200 euros par an. Voilà. Donc, ça va pas être la moitié de l'investissement de la pompe à chaleur, mais ça va permettre quand même d'avoir une petite rémunération supplémentaire à l'année. En revanche, ce qui peut avoir énormément de valeur, c'est si vous allez sur de la tarification dynamique. C'est-à-dire que si vous allez chez un fournisseur qui fait de la tarification et qui, quelque part, va aller chercher, alors la veille pour le lendemain, comme disait Anne-Sophie, les prix réels, les prix spot. Par exemple, une journée, en ce moment, où on a eu, en tout cas la semaine dernière, on a eu quasiment des prix négatifs quasiment toute la journée. Et oui, c'était une semaine avec du soleil et du vent. Exactement. Donc, dans des moments comme ça, en réalité, vous allez pouvoir... être complètement immunisé sur un prix qui sera vraiment très faible. Donc la réalité, c'est que finalement, ça peut être un opérateur de flexibilité, un fournisseur dynamique. Vous avez une pompe à chaleur, vous avez d'autres équipements électriques avec lesquels finalement l'opérateur de flexibilité et le fournisseur, qui peuvent d'ailleurs être le même interlocuteur. Hein. Chez Luciole, on a des adhérents qui font les deux opérations. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir gagner sur les deux terrains. Donc, vous allez pouvoir rendre des services au réseau et gagner sur les marchés de la flexibilité, en tout cas avoir une rétribution de la part de l'opérateur de flexibilité. Et vous allez aussi pouvoir, alors en s'exposant effectivement au marché, mais avec des logiques de cap, de plafond, enfin en tout cas il faut trouver la possibilité de protéger le consommateur qui a toujours la possibilité de changer de fournisseur à tout moment. Donc il peut très bien aller chez un fournisseur dynamique et sortir du fournisseur dynamique le lendemain s'il n'en est pas content. Donc voilà, il y a une certaine protection du consommateur qui reste, mais en tout cas c'est là où on ira chercher le plus de valeur avec des équipements flexibles dans la maison. Alors, dans ce schéma, on suppose que le stockage prend aussi une importance croissante. Alors, il peut être électrique via une batterie physique, virtuelle. Certains de vos adhérents, notamment, proposent des batteries virtuelles. Il peut être thermique, ballon d'eau chaude. Ça va prendre quelle importance et comment vous voyez l'arbitrage entre les deux? Ou est-ce qu'il ne faut pas arbitrer et prendre les deux, en fait? Alors, ça va dépendre parce que effectivement, quand on parle de batterie, alors je vais rester sur la batterie physique. Quand on parle de batterie physique, ça peut permettre, là aussi, quand on a un grand écart entre ces heures pleines, ces heures creuses, ce qui n'est pas complètement le cas aujourd'hui, hein, il faut quand même se le dire. Aujourd'hui, avec une batterie et des heures pleines, heures creuses, comme la différence entre l'une et l'autre n'est pas très forte, on n'a pas des heures super creuses ou des heures super pleines. On peut avoir des jours tempo, mais là, dans ce cas-là, c'est pas la batterie qui fera la différence, puisque la batterie, c'est vraiment dans la journée avec 2 cycles par jour. Dans ce cas-là, effectivement, on va pouvoir aller jouer les flexibilités sans perte, enfin, de manière complètement indolore. C'est-à-dire que même si sur la flexibilité, sur les pompes à chaleur ou même sur les radiateurs électriques, la perte, ce que promettent les opérateurs de flexibilité, ça peut être une perte de moins de 1 degré et quelques jours dans l'année. En réalité, avec une batterie, elle est faite pour ça. Donc, elle va vraiment être dans un usage uniquement pour finalement optimiser votre courbe de charge et votre consommation. Et puis après, la question des ballons d'eau chaude, évidemment, c'est quelque chose qu'on connaît déjà depuis longtemps, qui a déjà été exploité comme stockage, puisque vous avez, c'est ce qu'on disait, hein, les heures pleines, heures creuses,
creuses aujourd'hui sont très bien calibrées pour les ballons d'eau chaude qui se déclenchent la nuit et qui peuvent vous permettre d'avoir des douches chaudes le matin. Voilà, donc on a déjà ce stockage thermique, je dirais qu'il est déjà utilisé, et le nouveau stockage que constitue la batterie, il va certainement se développer. Aujourd'hui, il se développe beaucoup vers les autoconsommateurs solaires, puisque depuis la baisse fortement, c'est pas la fin, mais c'est presque la fin, c'est la baisse des tarifs de rachat. Aujourd'hui, c'est maintenant très fréquent de vendre des batteries avec de l'autoconsommation, des panneaux pour en autoconsommation, et ça peut permettre l'été d'avoir une logique avec des batteries et les panneaux solaires, et l'hiver de faire jouer ces logiques de décalage de la consommation. Anne-Sophie Péris-Saint-Faber, face à un client qui hésite pour l'achat d'une pompe à chaleur parce que c'est un peu cher, est-ce que pour vous, un argument du style votre équipement va pouvoir vous rapporter de l'argent avec la flexibilité, d'une part, est-ce que c'est crédible et surtout, est-ce que c'est chiffrable ? Alors, bonne question. Je pense que il faut vraiment raisonner. Moi, j'aime bien raisonner mensualité. C'est-à-dire que quand on va acheter une pompe à chaleur, en fait, on va avoir un coût d'investissement qu'on va rembourser tous les mois. Et puis, en même temps, on va avoir des économies sur son ancienne facture, où effectivement, là, on ne va plus payer la facture de gaz. On va diviser par au moins 50%, voire un peu plus, sa facture de consommation d'énergie. Donc, on voit bien qu'il y a une partie du capital qu'on va rembourser finalement par les économies qu'on va faire sur la facture. Et ces économies, justement, on peut encore les renforcer grâce aujourd'hui à ces tarifs dynamiques. Donc, un exemple, est-ce que c'est chiffrable ? Comme le dit Audrey, on n'a pas encore complètement les bons tarifs en France, mais on ne désespère pas de les voir arriver. On travaille beaucoup et je pense que le nouveau cadre va s'y prêter. Ce qu'on peut regarder, c'est ce qui se passe en autoconsommation déjà avec du solaire, puisque finalement, c'est assez similaire, ce qu'on va pouvoir gagner. On voit qu'on arrive par exemple à chauffer son eau chaude quasiment à 80% gratuitement avec le solaire, et on peut imaginer que demain, dans sa facture avec une pompe à chaleur, c'est un double usage, en bénéficiant effectivement de cette flexibilité, on pourra venir gagner aussi l'équivalent de 80% de sa facture sur l'eau chaude. Donc je pense que c'est des gains, c'est un complément. Et puis ce qu'il faut quand même se dire, c'est que souvent, en fait, cette connectivité dont on va avoir besoin pour pouvoir accès à ces offres-là, finalement, c'est assez marginal sur le prix d'une PAC. Le gros de l'équipement, c'est la connectivité, c'est pas ce qui coûte vraiment le plus cher dans une pompe à chaleur. Donc c'est le petit plus qui vous permettra par contre de gagner beaucoup demain. C'est ce que vous aviez fait mesurer chez Ignace aussi par le CSTB dans le cadre de cette étude sur la connectivité de la maison qui allait au-delà du chauffage. Oui, on a fait une étude avec le CSTB. Alors on était plutôt sur le consommer moins, mais qui montre effectivement que grâce à cette connectivité, à cette gestion de la bonne température dans chacune des pièces, on arrive à avoir jusqu'à 30% d'économie d'énergie en maison individuelle, en jouant aussi sur un paramètre qui a moins d'intérêt d'un point de vue de consommation, mais qui en a beaucoup en calories pour la maison, qui sont les protections solaires. Quand on gère bien ces volets, on gagne aussi en inertie ou en apport solaire. Et c'est des calories gratuites qu'on n'a pas à payer sur nos factures aussi. Audrey Zermati, vous n'avez pas encore beaucoup parlé chiffres, alors je vais vous pousser dans vos retranchements. Ces tarifs dynamiques qui se généralisent, ça conduit à quoi une offre spot chez un client pour piloter une PAC versus un abonnement classique chez l'opérateur historique dont vous n'avez pas donné le nom tout à l'heure. On peut attendre quoi comme économie ? Raisonnablement. Alors ça va un peu dépendre de chacun des sites. Oui. Je vais vous répondre, mais ça va dépendre. Si vous êtes un gros consommateur électrique dans le sud, que vous consommez beaucoup plus encore l'été que l'hiver parce que vous avez une piscine, de la climatisation, là on va aller chercher énormément d'économies, puisque comme je vous l'ai dit, l'été effectivement c'est encore plus intéressant d'être sur cette tarification, et donc là on pourra aller chercher 40%, 30 à 40% d'économies sur sa facture. Donc c'est sûr que, comme on disait, c'est-à-dire que si on cumule à la fois le fait de changer de système de chauffage, passer à une pompe à chaleur avec une économie sur sa facture d'énergie d'une division par 2 voire 3, et qu'en plus on va chercher de la tarification dynamique, ce qui sur une même facture d'électricité permettra de gagner 30 à 40%, on est extrêmement gagnant. Et c'est un peu là on a des discussions en ce moment avec Anne-Sophie dans le cadre du GT électrification. Ce serait quand même dommage au moment où il faut électrifier et on dit à tout le monde que la pompe à chaleur est c'est vrai le bon instrument pour massifier l'électrification chez les ménages, qu'on ne puisse pas embarquer
ces logiques de pilotage. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui va installer une pompe à chaleur, il va l'installer, elle va être assemblée en Europe, puisque maintenant ça va être éco-conditionnalisé. Ce serait bien aussi qu'on puisse conditionner le fait qu'elle soit pilotable, un peu comme aussi les bornes de recharge. Enfin, en tout cas, une fois que le coup est parti, le coup est parti. Donc en fait, c'est dommage d'avoir des regrets, de ne pas embarquer des choses quand on peut encore le faire, et surtout quand on est dans une logique de massification. Quand on parle de flexibilité, de pilotage, on touche donc à des protocoles, à des plateformes, à des contrats d'agrégation. Pourquoi est-ce qu'un consommateur ferait confiance à son fournisseur d'énergie pour ça ? Sachant que l'intérêt du fournisseur, en général, sauf modèle économique un peu différent, mais son intérêt, c'est quand même de vendre le plus de kilowattheures possible au prix le plus élevé. Pourquoi est-ce que j'irais lui confier à lui le soin de me vendre moins d'énergie et surtout moins cher ? C'est une excellente question. Je pense qu'aujourd'hui, le rôle des fournisseurs change. Je pense qu'on est vraiment dans une ère où l'enjeu, c'est plutôt presque de fidéliser le client et d'avoir un vrai service à ce client. C'est vrai qu'à l'époque, c'était une fonction finalement assez unidirectionnelle, je dirais. On vend des kilowattheures et il y a une consommation en face. Aujourd'hui, le consommateur, du fait des crises notamment, fait beaucoup plus attention à sa facture d'électricité et à le choix dans ses offres de fourniture. Donc, il va falloir, au-delà de vendre des kilowattheures, vendre du service pour pouvoir fidéliser. Je le disais tout à l'heure, on peut changer de fournisseur. C'est une règle européenne. On peut changer de fournisseur quand on le souhaite, quand on est consommateur particulier. Donc, l'enjeu, ça va plutôt être de fidéliser sur la durée un consommateur plutôt que de lui vendre un maximum sur une courte durée des électrons. Donc, c'est évidemment un enjeu pour tous les fournisseurs que d'avoir de nouveaux services. Et on voit que ça se développe même chez certains fournisseurs assez historiques, de lancer des offres avec des happy hours, par exemple. Donc, on voit que c'est une direction vers laquelle tous les fournisseurs vont aller, encore une fois, dans une logique de fidélisation. Anne-Sophie, chez Ignes, on aborde comment cette neutralité des systèmes, leur ouverture ? Comment on fait pour ne pas enfermer l'utilisateur chez son fournisseur d'énergie ou Alors, on refera une émission sur l'interopérabilité, mais non, l'enjeu, c'est vraiment de s'assurer qu'on va être sur des systèmes qui aujourd'hui embarquent finalement des systèmes standardisés de communication. On a pas mal de systèmes qui le sont. Donc ça, c'est un point important de s'assurer que son système, il va pouvoir communiquer avec celui d'à côté. Et puis, ce que proposent tout particulièrement les industriels d'Ignes, ce sont vraiment des systèmes de gestion de l'énergie, des gestionnaires d'énergie, des HEMS. On a plein de petits noms pour les désigner. Et donc, c'est un équipement qui va pouvoir effectivement faire ce lien avec les différents équipements du logement de façon pérenne aussi, parce que un des enjeux derrière le fait de pouvoir changer de fournisseur pour pouvoir avoir une meilleure offre, c'est aussi de ne pas être finalement loqué avec son fournisseur, parce qu'on a peur de devoir refaire tout le paramétrage technique qui est nécessaire pour travailler avec un nouveau fournisseur. Donc là où nous, on travaille beaucoup, c'est justement pour proposer aux consommateurs d'acheter un équipement qui sera pérenne dans les murs et qui va pouvoir du coup à la fois upgrader au fil de l'eau avec ces nouveaux équipements au fil de ses usages. D'abord un équipement qui va peut-être faire que la pompe à chaleur, et puis ensuite le véhicule électrique, et puis d'autres postes de consommation, et surtout qu'il puisse facilement en fait utiliser ce système avec le fournisseur qu'il voudra ou l'agrégateur qu'il souhaitera. C'est un point important, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de partenariats qui ont été faits entre des adhérents de Luciol et des adhérents d'Ignes pour effectivement pouvoir offrir en fait ce parcours assez simple aux consommateurs. Alors, 2 questions rapides pour conclure ce panorama. La première, j'ai entendu ce que vous avez dit, ne pas enfermer le consommateur. Audrey, vous nous disiez tout à l'heure que les consommateurs étaient libres de partir à chaque instant, mais si je leur fournis une PAC, du pilotage, un contrat d'énergie, est-ce qu'ils ne vont pas se retrouver captifs ? Et dans tout ça, à qui appartient la donnée ? C'est aussi une question clé. Alors, c'est un peu une question double du coup, mais... Effectivement, donc il y a des discussions en ce moment sur cette logique un peu ce qu'on appelle de bundle entre fourniture et équipement. Je sais que c'est en cours à l'Assemblée dans une proposition de loi. Donc
on verra ce qu'il adviendra. Et il y a certains pays qui ont fait ces propositions avec bundle. J'offre un abonnement sur un équipement versus un contrat de fourniture. Et ça, pour permettre aux clients, dès lors qu'il est bien avec ce fournisseur et cet équipement, pouvoir bénéficier des économies promises au départ. Encore une fois, c'est un sujet, il y a peut-être un enjeu quand même à se dire, moi je pense que de toute façon la concurrence, le fait de laisser libre le consommateur et permettra dans un premier temps, parce qu'on n'a pas l'habitude en France de la tarification dynamique, ou même des offres hybrides. Il y a des fournisseurs qui ont des offres de base sur la totalité des usages, sauf sur l'usage de chauffage, où là il y a une tarification dynamique. Ça, on appelle ça des tarifications hybrides, mais ça reste encore très jeune, très embryonnaire. Donc il va falloir évangéliser. Donc si on commence pour évangéliser à dire on va loquer les clients dans des offres, je pense que c'est pas de nature forcément à rassurer. Donc ça c'est le premier point. Sur la question des données, à qui appartiennent les données, je pense que les données, il faut qu'elles restent la propriété du propriétaire de l'équipement. Après, il y a une question d'accès aux données. Et là, on est encore dans des sujets qui datent depuis plusieurs années sur l'accès aux données. Aujourd'hui, pour pouvoir donner la possibilité à un tiers opérateur de flexibilité d'accéder aux données de consommation, il faut un accord explicite. Donc, il faut que ça répond à beaucoup de règles qui ont été mises en place il y a plusieurs années, et ce qui rend parfois compliqué l'accès aux données de consommation et de pouvoir proposer des offres de pilotage. Donc ça, c'est quelque chose qui est un combat de Luciol, d'avoir un accès aux données beaucoup plus simple pour encore proposer des meilleurs services aux consommateurs. Anne-Sophie, même double question dans l'autre sens. L'accès aux données, j'imagine que pour vous, il est stratégique. Et puis l'accès au marché plus largement. On a vu Tesla qui devient fournisseur d'énergie, EDF ou Engie qui ont vendu ou qui rêvent de vendre des pompes à chaleur avec du pilotage. Vos adhérents, je suppose, qui préfèrent avoir accès directement aux consommateurs plutôt qu'être fournisseurs en marque blanche. Comment vous voyez ce marché évoluer ? Je crois qu'aujourd'hui, personne ne sait quel est le modèle qui va réussir à s'imposer demain. Ce qui est important, je pense, c'est de prendre conscience qu'on est interdépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas en fait de système qui fonctionne sans équipement dans la maison pour faire ces automatismes auprès du consommateur. Qu'il n'y aura pas d'offres s'il n'y a pas de fournisseurs qui font leur métier, c'est-à-dire aussi savoir travailler sur les marchés de l'énergie. Et c'est un vrai métier. Et les industriels des équipementiers ne sont pas forcément ceux qui vont faire ce pari. Alors certains le font, plutôt dans le monde automobile d'ailleurs en général. Donc je pense que prendre conscience de nos interdépendances, c'est plutôt positif, et moi je crois en l'intelligence collective. Donc j'ai vraiment... je pense qu'on va trouver les bons modèles, il faut qu'on cherche, il faut qu'on s'assure d'une concurrence loyale. Je pense que c'est ça notre enjeu aussi, pour que le consommateur choisisse et qu'il ait vraiment le choix de ce qu'il pourra faire demain sur ces différents sujets, sur ces différentes offres qui pourront lui être proposées. Alors, votre mot de la fin sur un conseil pour les pros du génie climatique qui ne sont pas des pros de l'électricité, qui découvrent ces sujets un peu comme nous tous, enfin pas vous, mais qui les maîtrisez très bien. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil pour un petit peu mieux comprendre ce qui se passe et du coup peut-être mieux accompagner leurs clients dans la compréhension de ces offres? J'ai deux conseils. Un, soit d'aller vous former, soit de vous trouver un meilleur ami intégrateur électricien qui sera ravi de venir compléter votre offre et de répondre à ces questions auprès de vos clients. Audrey Zermati. Moi aussi, c'est vraiment un conseil de formation, mais surtout voir l'équipement d'une pompe à chaleur ou même d'un ballon comme un équipement dans lequel on investit, mais surtout dans lequel on a un usage. Et c'est cet usage-là qu'aujourd'hui regardent beaucoup plus les clients que l'investissement même initial, puisque je pense que les gens sont maintenant convaincus, et j'espère qu'avec le plan d'électrification, ils le seront d'autant plus. La question, ça va être combien je vais payer demain avec cet équipement et comment je vais pouvoir réellement faire des réductions de factures pérennes. Et donc, c'est ce discours-là qu'il va falloir, sur lequel il va falloir mettre l'accent, plus que l'investissement et la technicité de la performance initiale qui, je crois, aujourd'hui, n'est plus à démontrer. Merci beaucoup à toutes les deux. Ce que nous venons d'entendre redéfinit le paysage. Le génie climatique a toujours été au cœur de la performance énergétique des bâtiments. Il est en train de devenir un maillon de la performance du réseau électrique dans son ensemble, ce qui suppose, on l'a dit, de nouvelles compétences, de nouvelles conversations avec vos clients et probablement de nouveaux partenaires.
Merci beaucoup Audrey Zermati. Merci Anne-Sophie Perry-Saint-Faber. À bientôt dans On réinvente l'eau chaude et retrouvez dans le numéro tout juste paru de Génie Climatique Magazine le dossier sur la flexibilité électrique.